cette première conférence organisée dans le cadre de l'exposition à la conquête des mers. C'est avec grand plaisir que j'accueille Véronique Vogel et Elisabeth Hébert, deux membres de l'association Sciences en Scène et Patrimoine. Elisabeth Hébert est présidente, vous êtes trésorière. Après une carrière dans l'enseignement, elles ont poursuivi leur recherche sur les collections anciennes, notamment mathématiques et astronomiques. Je vous invite également à aller voir le site de l'association Sciences en Scène et Patrimoine, où vous verrez justement les articles et les ouvrages publiés par Elisabeth Hébert et Véronique Vogel. Elles organisent également régulièrement des conférences et des animations sur les sciences et les instruments scientifiques. Donc l'objet de cette conférence ce soir, c'est en fait avant l'invention du GPS, justement, c'est de savoir comment on naviguait sans connaître ni la longitude ni la boussole. Voilà, donc j'espère qu'au terme de cette conférence, vous serez fin prêt pour partir à la conquête des mers. Voilà. Merci. Merci à la Bibliothèque municipale de nous accueillir. Ce soir, je vais prendre la parole pour notre association. Je travaille régulièrement avec Véronique, qui est présente ici. Il y a d'autres interventions qui seront faites par Véronique. Il y a sur le programme de la bibliothèque municipale plusieurs interventions. Il y a aussi d'autres interventions qui vont être faites à la maison de l'université, où il y a une autre exposition qui s'appelle Naviguer aux étoiles. C'est-à-dire qu'à l'occasion de l'Armada, vous avez plein d'interventions. Je vais prendre une voix de prof. Donc je fus prof et depuis plusieurs années, je travaille essentiellement pour cette association Sciences en Scène et Patrimoine qui, comme son nom l'indique, a pour objectif de développer la connaissance du patrimoine scientifique de la région. Donc, souvent, je travaille avec la bibliothèque municipale de Rouen. C'est un vrai bonheur. Voilà, on travaille aussi avec Dieppe, Le Havre. On est un petit passe pour travailler avec Caen. Basse-Normandie, Haute-Normandie oblige, le sérieux. Donc ce soir, l'objet de cette intervention, c'est naviguer aux étoiles. Notre association, donc je passe, elle s'appelle Irène ASSP, Association Sciences en Scène et Patrimoine. Irène parce que nous sommes rattachés à une structure universitaire, Institut de recherche sur l'enseignement des mathématiques. Pas de panique, nous n'allons pas vous faire un cours de mathématiques, mais un cours de culture, si on peut dire, culture scientifique. Et on va essayer de partir dans les étoiles. Alors, on va plutôt rester sur Terre, parce que c'est ce que nous, on sait faire. Alors, mon intervention va s'appuyer sur trois types de documents. Sur le fond de la bibliothèque municipale de Rouen, j'ai pris ici le visuel qui a servi pour la conférence, les livres, tout ce que je vais présenter, l'essentiel de ce que je vais présenter dans ce PowerPoint, dans cet exposé, c'est la partie centrale de l'exposition qui est dans la pièce à côté. Donc j'ai voulu essayer de recontextualiser les documents qu'on a sélectionnés pour l'exposition qui est à côté. Donc il y aura toute une partie donc qui est liée à l'exposition. Il y aura une partie qui est liée, il y aura d'autres iconographies et d'autres remarques qui sont liées au manuscrit de Jacques Deveau, qui a été fait en 1583, qui est un magnifique manuscrit et que notre association a œuvré, pour lequel notre association a œuvré, de façon à ce qu'il soit reproduit. Il est ici dans son intégralité, avec un commentaire reproduit aux éditions Tachel. Donc ça, c'est un manuscrit écrit par un Havrais, qui est conservé à la BNF. Il est de 1583. L'autre manuscrit auquel je vais souvent faire référence, c'est un manuscrit qui a été réédité par les éditions Point de Vue à Rouen, il y a maintenant une petite dizaine d'années, qui est un manuscrit qui est magnifique, qui est conservé ici à la bibliothèque de Rouen, mais ce manuscrit, dans son original, n'a pas pu être sorti pour cette exposition parce qu'il est déjà sorti plusieurs fois récemment. Mais c'est un vrai bijou et on a un facsimilé pour remplacer son absence. Voilà.
Donc, le thème de notre intervention ce soir, c'est naviguer aux étoiles. Pour recontextualiser un petit peu, je voudrais juste faire un petit clin d'œil au grand-père Louis. C'est pour vous montrer que ce qu'on va raconter, ça part du XVIe siècle, mais c'était encore très actuel il y a une centaine d'années. Le grand-père Louis, qui est un grand-père Hébert, on a son bateau, il naviguait pour Terre-Neuve entre Nice en 1906 en 1914, et ce grand-père Louis, il allait donc de Fécamp à Terre-Neuve. Quand je dis qu'il naviguait sur un bateau à voile, voyez bien ce que ça signifie comme compétence et comme type d'instrumentation. C'est-à-dire que ce qu'on va parcourir tout de suite, c'était encore d'actualité il y a 100 ans. Alors, je ferai, quand on navigue, quand on dit le mot naviguer, il faut être un peu sérieux. Naviguer, c'est pas se promener sur la mer, comme chante la chanson, vous savez, maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau et naviguent sur les flots, c'est pas, ils se promènent. Quand on navigue, on va d'un point A à un point B. Je vais de Fécamp à Terre-Neuve, je suis une certaine route, je fais le point, je suis une autre route, je fais le point, je suis une autre route, je fais le point. Naviguer, c'est décomposer un circuit, décomposer un déplacement en plusieurs étapes sur lesquelles on essaie d'avoir le maximum de contrôle. Et derrière, évidemment, il y a une histoire de carte. Alors, quand on navigue, on va d'un point A à un point B. C'est-à-dire que si je me place sur le globe terrestre, ici je ne vais pas, excusez-moi, je ne vais pas de A à B, je vais de A à C, c'est pas mal, mais enfin bon, on va de A à C. Et quand on va de A à C en suivant un cap donné pendant un temps donné, on suit une route. C'est ce qu'on appelle faire sa route, aller de A à C. Quand vous faites ce type de déplacement, vous avez de manière concomitante un déplacement en longitude, qui est ici ce segment AD ou le segment BC, ce qui revient à la même déplacement en longitude, ou un déplacement en latitude. Et dans tout cet exposé, on va avoir cet enchevêtrement perpétuel de chemin, longitude, latitude. Et tout ça va se croiser perpétuellement, puisque à la base de tout ça, il y a le fameux triangle de navigation. Alors, ce triangle de navigation, juste un petit clin d'œil. Ça, c'est issu de vous. Ce sera écrit à chaque fois. C'est toujours à peu près les mêmes sources qui vont se répéter. Si je prends cette splendide rose des vents, avec ici une amygdale, c'est-à-dire une partie mobile, là, le bateau, il est réglé pour la direction nord quart nord-est. Et sur ce tableau, vous voyez, ça semble être de la déco. Non, ça a une valeur scientifique. Ça signifie que si je me déplace au nord-nord-est, pour faire un déplacement de 1 degré, c'est-à-dire 17 lieues et demi, il y a écrit « Je dois faire ma route sur 22 lieues et demi ». Donc là, vous avez le fameux triangle de navigation dont je vous parlais tout à l'heure. Et depuis que les hommes ont entrepris de traverser les océans et de découvrir le nouveau monde, il y a eu des tonnes de livres et d'écrits, enfin des tonnes j'abuse. Il y a plusieurs documents qui ont été écrits, donnant des tableaux pour pouvoir contrôler ces déplacements sur la route, en longitude, en latitude et en longitude. Voilà un très bel exemple de triangle de navigation vu en 1583. Sur ce, je vais vous expliquer donc le déroulement de mon intervention. La première partie, ce sera faire sa route. Et quand on fait sa route, on va de A à C. Faut-il savoir placer A et C par rapport à son objectif? Donc on est obligé d'avoir référence aux cartes. Et pour suivre sa route, on est obligé d'avoir une boussole. Il faut aussi un log, etc. Mais les éléments centraux, ce sont la carte et la boussole. Et puis, je vous l'ai dit, faire sa route, c'est
faire sa route globalement, c'est faire une petite route, puis une petite route, puis une petite route, et on enchaîne de point en point, et à chaque point, il faut faire le point. Faire le point, c'est être capable de trouver la latitude et de trouver la longitude estimée. Donc on va chronologiquement passer ces différents points en revue. Il y en a où je passerai très très vite parce que j'aimerais avoir le temps de développer l'aspect des cartes un peu sérieusement et surtout la latitude, la longitude. Quand on travaille au XVIe siècle et qu'on veut s'intéresser aux cartes, on est bien évidemment obligé de faire un petit rappel sur ce qu'a été le rôle de la géographie de Ptolémée à l'époque. La géographie de Ptolémée, c'est un grec qui a été redécouvert au début de la Renaissance, on ne va pas rentrer dans l'histoire de Ptolémée, ce serait très long, et de ses réécritures, mais en tout cas, la géographie de Ptolémée a été traduite, et puis elle a été, comme au départ il n'y avait pas les cartes, les cartographes ont essayé de reconstruire les cartes que Ptolémée suggérait. Et ça, c'est le monde suivant Ptolémée. C'est-à-dire, c'est les cartes du monde qui existent à l'époque, c'est le monde de Ptolémée. C'est ce qu'on appelle l'œcumène, c'est-à-dire c'est le monde habité dans lequel il n'y a pas l'Afrique. Ici, vous avez l'Espagne, l'Europe et un petit bout de l'Asie. C'est-à-dire que le monde habité est contraint dans un espace extrêmement faible. Et ce qu'on va appeler le Nouveau Monde, c'est le fait que ce petit monde de Ptolémée, on va se mettre à le faire grossir. Donc, Münster, à la fin de sa vie, il va traduire Ptolémée. Et lui aussi, il va faire sa proposition de carte de Ptolémée. Mais Münster, il sait bien que le monde ne s'arrête pas au monde de Ptolémée. Ptolémée, c'est, je dirais, la référence antique. Münster, il propose dans sa carte de 1545, lui, ce qu'il conçoit comme le Nouveau Monde. Alors, le Nouveau Monde de Münster en 1545, vous avez ici une Amérique du Sud, ici une Amérique du Nord, ici vous avez le Japon, et ici vous avez l'Europe, l'Afrique et l'Europe. Hein. C'est-à-dire que vous avez un monde dans lequel repérer le Pacifique, il y a fort peu. Remarquez que sur cette carte, vous n'avez ni longitude ni latitude. Vous êtes d'accord? C'est-à-dire que, de toute façon, la latitude et la longitude, c'est une difficulté, particulièrement la longitude. Je fais juste une petite marche arrière. Regardez celle de Ptolémée. Ptolémée, le monde il était petit, mais Ptolémée avait un certain nombre de repères en longitude et en latitude. Et c'est ces repères de longitude et latitude, à cette époque, ça va être une recherche intense. Et il va y avoir plusieurs livres de cosmographie qui vont paraître. Les livres de cosmographie, ce sont des registres de longitude et de latitude. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de cosmographes mathématiciens, comme Appian ou notre Deveau, qui va lui emprunter, qui vont essayer de faire ce qu'on appelle des miroirs du monde, c'est-à-dire représenter le monde en donnant de l'importance, une importance énorme aux longitudes et latitudes. Et donc, ce genre d'instrument, hein, ça s'appelle des miroirs du monde, c'est des Wolfel. Si vous regardez juste au coup d'œil, en principe, quand vous regardez l'océan Pacifique, il est représenté par Cassini en 1696. Il est à peu près correct. Entre les Philippines et les Antilles, vous avez 180 degrés. Entre les Antilles et les Philippines, il y a 180 degrés. Regardez sur le monde tel que représenté par Appian, entre les Antilles qui seraient ici et les Philippines c'est le début de l'Asie, il manque quasiment la moitié du Pacifique. Et notre ami Deveau va reprendre la même chose que Appian, qui l'inspire beaucoup, et il va nous représenter un monde aussi où l'océan Pacifique n'est pas du tout conforme à ce qu'on espère, à ce qu'est la réalité. C'est-à-dire que la longitude,
on va y revenir plusieurs fois, la longitude n'est pas maîtrisée. Et donc on découvre des nouvelles terres, mais on ne sait pas les positionner les unes par rapport aux autres. Les cartes dont se servent beaucoup les marins à l'époque, ce sont des cartes de ce type. Le livre que vous avez, qui est ici conservé, c'est un Médine, édition 1628. Comme la carte est un petit peu difficile à lire, j'ai mis une copie, c'est la même. Hein. D'un point de vue contenu, c'est la même chose, mais elle est plus visible là-dessus. Vous avez les ça, ce sont les cartes de l'océan Atlantique. Parce que les marins français, leur destination de prédilection au XVIe siècle, c'est l'Atlantique. Et donc, les cartes, ce livre est extrêmement diffusé et il sert à préparer les voyages des marins qui partent à travers l'Atlantique. Alors, ces cartes, vous voyez bien, il y a quand même ici les longitudes et ici les latitudes. Alors, elles sont plus ou moins respectées, mais ils essaient de les mettre en place. En les respectant ou en les respectant pas, mais ils essaient de les mettre en place. Et puis, ce que vous remarquez bien, c'est que par rapport à nos cartes d'aujourd'hui qui ont des canevas latitude et longitude, ici vous n'avez pas le canevas longitude et latitude, vous avez les rampes de vent, c'est-à-dire les directions des vents. Regardez ici vous avez toutes les directions de vent comme pour le rose des vents, et qui sont positionnées en cercle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alors je vais peut-être un peu moins bien, pas très bien compter, mais elles sont toutes positionnées en cercle comme ça. Et ces roses des vents, elles servent à faire la route, et en centrant non pas sur longitude et latitude, mais sur la route à parcourir, sur la direction du vent. C'est comme ça qu'étaient construites au départ toutes les cartes du bassin méditerranéen. Pour aller du point A au point B, il faut faire la route nord-nord-est. Et puis pour aller du point B, etc., etc. Par exemple, si je veux aller de Fécamp, j'avais pris Fécamp si je veux aller de Fécamp à Terre-Neuve, en fait, si vous regardez bien sur la route, Fécamp-Terre-Neuve, il faut quasiment aller plein ouest. Alors après il y a les courants, après etc. etc. Mais ces roses des vents permettaient de faire la route facilement. Alors ce genre de carte, c'est repris dans beaucoup de livres de navigation, et notre fameux Deveau dont je parlais, qui est notre très bon manuscrit qu'on a étudié, reprend une carte qui est exactement du même tonneau. C'est une carte de l'Atlantique avec ces roses des vents. Mais vous voyez que Deveau, lui, il est beaucoup plus prudent. Il a mis la graduation en latitude, ça on domine. Il n'y a pas mis de graduation en longitude. Comme ça, il ne prend pas trop de risques. Et si vous regardez bien, tout ce qui est en longitude est énorme et beaucoup trop dilaté. Regardez l'Espagne, regardez la côte au-dessus de la Floride des États-Unis, regardez, on sent bien le nord de l'Afrique, là, on sent bien que tout est dilaté en longitude. Donc, plutôt que de dire des âneries, on ne met pas du tout les longitudes. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas trop de misère. Cette carte-là, qui est faite par le frère de Jacques Deveau, elle a été faite en 1613. Et sur cette carte-là, on a le même style de rampe de vent, on a la même graduation en latitude. Ce qui est tout à fait intéressant, c'est que c'est une carte, elle, qui marque la fin d'une période, c'est une carte d'apparat. Comme il y a eu beaucoup dans l'école d'Ipoise, c'est-à-dire que c'est des cartes pour faire valoir et pas uniquement pour naviguer. Et vous voyez bien la décoration extrêmement riche, avec sur les fleuves, etc., sur les flots, des navires, des sirènes. C'est dans la tradition antique du faire-valoir des cartes marines. Cette carte-là, elle a sans doute été faite pour faire valoir la Nouvelle-France. C'est en 1608, Champlain découvre Québec. Cette carte-là, elle est de 1613. C'est-à-dire que c'est une carte qui est faite à l'époque où la France essaie de reconquérir des territoires sur le Nouveau Monde. Donc les cartes ont une finalité politique,
en même temps que maritime. Cette carte-là, je l'ai sélectionnée parce qu'on y retrouve Terre-Neuve. Là, on a quitté le XVIe siècle, on est au début du XVIIe. C'est l'époque, je vous ai dit, 1608, on découvre Québec. La France essaie de s'implanter et on commence à avoir plusieurs conflits entre les différents pays qui veulent prendre possession de cette Amérique du Nord. Et là, dans le cartouche, j'ai agrandi parce que c'est très beau, il est écrit qu'au nord, ce sont les côtes, on connaît le nord grâce aux relations de voyage des Anglais et des Danois, on connaît le centre grâce aux relations des Français, parce que c'est effectivement ici que les Français, en particulier les Diepois, sont hyper actifs, et puis on connaît le sud parce que les Anglais et les Hollandais s'investissent sur le sud. Et ces cartes, elles sont faites avec toutes ces relations de voyage, de tous ces marins qui, quand ils reviennent d'un voyage, ont cartographié, ont mesuré des longitudes, si on peut, mais sûrement, généralement, ça ne donne pas grand-chose, mais surtout, on repérait des latitudes et on repérait des routes suivies. Donc là, on est en 1626, et vous avez vu, on a plusieurs peuples qui interviennent, et maintenant, il y a les Hollandais qui prennent le pas. Et la cartographie de cette époque va être absolument dominée par les Hollandais. La page de titre du Grand Flambeau, vous l'avez dans l'exposition, elle est absolument magnifique. Le Grand Flambeau, c'est un atlas de cartes marines qui fait référence à la cartographie marine. Vous avez ici donc le monde, les compas pour représenter, pour mesurer les distances, et puis ici vous avez des cartes marines qui sont sur des livres, comme ce que je vous avais montré tout à l'heure, le livre de Médine, où les marins partaient avec leurs livres en mer, ou l'étudiaient avant de partir, selon le cas, et puis mesuraient sur la carte. Ici vous avez une autre carte avec le compas, on est en train d'étudier la carte, ici on étudie la carte, ici on étudie le globe, et ici, le globe que vous avez, ici terrestre, ça c'est un livre de 1669, le globe de Blaeu que vous avez vu à l'entrée de l'exposition, qui est un globe effectivement de prestige, mais qui est un globe sur lequel on peut peuvent s'appuyer les puissants pour envisager la conquête du monde. Le globe que vous avez ici, il est de quelle année, Aurélie, tu sais? Le globe de Blaeu. 1645. Ouais. Vous voyez, on est exactement sur ces époques où les Hollandais ont le pouvoir de la cartographie. Et cette carte est aussi une carte hollandaise. On voit bien le progrès que fait la cartographie. Là, et il reste, c'est assez surprenant parce que vous trouvez maintenant à la fois le canevas en longitude et en latitude, mais vous trouvez encore les roses des vents. Et ce qu'il y a là, ça c'est le sonde entre la Suède et le Danemark, et le nord qui est ici, nous on l'aurait mis à la verticale maintenant. Alors juste une petite remarque, pendant longtemps, le nord va se promener comme ça, suivant le bon vouloir des gens. Il est arrivé un moment où on a mis systématiquement le nord en haut. Eh bien, regardez votre GPS maintenant. Le GPS, il fait du rétropédalage. Quand vous suivez votre GPS, il met le nord, parce que le haut du GPS, c'est la direction que vous êtes en train de suivre. C'est-à-dire, c'est la direction du confort. C'est plus la direction nord. Sauf si vous avez dit à votre GPS, je veux avoir toujours le nord, en quel cas vous êtes en train de rouler comme ça. Mais généralement, on dit qu'on roule comme ça. Et vous n'avez plus du tout le nord en haut. C'est comme si, là, on avait, en fonction des technologies, un retour de l'histoire. C'est juste une petite remarque. Donc le nord, ici, n'est pas à sa place. Enfin, n'est pas à sa place. Pourquoi enfin, par rapport à la place qu'on lui a accordée pendant longtemps. Voilà. Je voudrais finir cette partie des cartes, juste une petite remarque. C'est que la carte elle-même, c'est un objet luxueux, un objet difficile à transporter. On s'en sert beaucoup à terre, un petit peu sur le navire. Sur le navire, on se sert essentiellement de routiers, qui sont en fait les livres qui vont précéder nos fameuses instructions nautiques d'aujourd'hui.
Ici, vous avez le petit flambeau de la mer de Bougard. Vous avez vu, à chaque fois, c'est le mot flambeau, flambeau, parce que c'est ce qui éclaire le déplacement en mer. C'est de là que vient le mot flambeau. Souvent même, on voit la lumière, une grande torche avec une lumière pour vous montrer que ce livre va vous éclairer sur la navigation. En tout cas, le livre de Bougard qui est ici, hein, avec le plan du port, la description, les profils de côte, c'est ce qu'on retrouve dans les instructions nautiques de maintenant. Ce livre-là, il va être publié de 1684 à 1817. Pour vous dire si ce genre d'ouvrage va être un ouvrage commun, très utilisé. Voilà. Et pour réaliser ces plans, dans les manuscrits que nous on a à notre disposition, en particulier dans celui de Denonville, il y a évidemment pour le pilote le devoir de savoir cartographier. Et donc Denonville a ce genre de chapitre où il s'agit de savoir cartographier les côtes. Alors c'est Denonville qui fait ça en 1760, mais c'est le travail de base du pilote, d'être capable de faire de la cartographie et d'enrichir tout ça. Et au fur et à mesure, cette cartographie va devenir de plus en plus sobre. Par exemple, ici, vous avez la cartographie de Terre-Neuve faite par Cook. Et sur cette cartographie extrêmement sobre, faite par Cook, Cook, ça va être un des plus grands cartographes du Pacifique. C'est lui qui va donner accès à la connaissance géographique correcte du Pacifique. Cook, au début de sa carrière, il est en train de représenter ici Terre-Neuve, qui est resté si surprenant l'histoire de Terre-Neuve, parce que les marins français et basques, etc., y sont allés depuis le XVIe siècle. Et pourtant, la carte de Terre-Neuve, c'était le bazar pendant des siècles et des siècles. Parce que les côtes sont très découpées, parce que les marins français ils allaient beaucoup à l'estime, et c'était pas dans une dynamique très scientifique. Et Cook, en 1760, propose quelque chose de très rigoureux. Qui plus est, il inscrit les fonds, il présente les fonds marins. Les cartes de marine, en fait, à partir de cette époque, vont avoir souvent les fonds marins, et puis le summum va arriver à peu près à la même époque. C'est une époque où on va mettre en place, on va étudier les courants, c'est le début. Dans le livre de Denonville, 1760, il y a un chapitre qui s'appelle « Les courants étant connus, diriger la route et le chemin que l'on doit faire ». C'est-à-dire que c'est très confus ce qu'il raconte encore Denonville, mais c'est l'époque où on se met à intégrer à le savoir de navigation les courants, et on a des cartes de courants. Et vous voyez sur ces cartes, vous savez très bien qu'il y a un moment où les roses des vents, elles vont disparaître. Et on n'aura plus que le schéma longitude, latitude. Voilà pour ce qui est des cartes. La boussole, qui permet de faire la route, je vous en parlerai très brièvement. Vous avez ici cette merveilleuse boussole issue de Vaux, de celui-là, 1583. C'est un vrai bijou. Et sur les deux manuscrits, il y a, si vous aimez les roses des vents, dessiner des roses des vents, vous vous régalez simplement parce que c'est beau. Et si vous rentrez dans l'exposition, au sol, dans l'exposition, il y a une des roses des vents de Denonville. Elle est magnifique. Voilà. Alors, la boussole, elle est bien donc la maîtrise de la boussole comme instrument pour conduire le navire. Vous voyez bien comment ça peut fonctionner. Le gros souci de l'époque, au XVIe siècle, c'est la variation de l'aiguille. Alors, la variation de l'aiguille, c'est tout simplement le fait que quand vous utilisez une boussole, l'aiguille aimantée vous donne le nord, dit-on. Sauf que le nord que vous donne l'aiguille aimantée, ce n'est pas le nord géographique du pôle nord, mais le nord magnétique. Et ce foutu nord magnétique, souvent, il n'est pas à la même, il est d'ordinaire, pas confondu avec le nord géographique. Et c'est dès les voyages, dès les grands voyages de Christophe Colomb ou même de Magellan, qu'ils vont s'apercevoir qu'il y a un truc avec ce foutu nord. Et cette difficulté va être absolument cruciale pour les marins. Ça va être extrêmement difficile de se dépatouiller
avec ce nord magnétique et ce nord géographique. Pour ceux qui ne sauraient pas, maintenant le nord magnétique, on sait très bien, si je vous le fais rapide, à l'intérieur du globe terrestre, il y a du magma ferreux qui s'agite, si bien que la lecture du nord magnétique au-dessus, à la surface de la Terre, n'est pas constante. Elle n'est pas constante dans le temps, elle n'est pas constante avec les lieux. Pour les gens qui se mettent à la découvrir, une fois qu'on l'a découverte, on imagine qu'elle est stable, qu'elle est constante, qu'elle suit une loi. C'est l'époque, rappelez-vous, de Newton et compagnie, on s'aperçoit que la physique gère les choses avec des lois. Eh bien, manque de peau, le nord magnétique, ce n'est pas une loi. Et donc, ils vont être dans la mouise énorme avec cette variation. Et donc, le joli pendant qui est ici, qu'on trouve dans tous les livres, dans le seul livre de Jacques Deveau, raconte comment on fait pour trouver la variation de l'aiguille. Comment on fait pour savoir quelle différence il y a entre nord magnétique et nord géographique. Et comment on fait? Eh bien, on se réfère aux astres. Et ici, particulièrement, par exemple, on va faire une seule situation. Vous repérez où est midi-soleil. Si vous repérez où est midi-soleil, vous avez le plan méridien du lieu. Le plan méridien du lieu, vous avez le nord et vous avez le sud. Avec un midi-soleil, on récupère le nord et le sud. Ça va, ça? Nord et sud, géographique. Avec votre boussole, qu'on appelle compas de route aussi, avec votre boussole, vous récupérez le nord magnétique. Et vous allez comparer la direction que donne votre boussole à la direction que donne l'axe nord-sud déterminé par le soleil, qui va lui vous donner le nord géographique. Et Deveau, l'intérêt du livre de Deveau, c'est qu'il propose plein de petits bandeaux comme ça, où il met en scène des marins en train de chercher, d'utiliser leurs instruments de navigation. C'est un livre pour ceci qui est extrêmement précieux, extrêmement rare, et qui est utilisé dans... Quand vous regardez des livres de navigation, ayez l'œil, il y a toujours Deveau qui revient. Pourquoi? Parce qu'il a mis en scène des hommes, à une époque où il n'y a pas de film, où il n'y a pas de photos, où il n'y a pas de bande dessinée. Lui, il a mis en scène des hommes en train de vivre la navigation. C'est pour ça que son livre, en plus, c'est beau. Voilà. Alors, et dans son livre, on vous propose, ça c'est dans le livre de Deveau, mais on le trouve dans plusieurs livres, des instruments qui sont comme ça, qui sont simplement des doubles volbelles, qui sont des volbelles, pardon, avec ici, là, un compas, une rose des vents, la rose des vents qui peut vous donner, elle, le nord magnétique, que vous allez pouvoir comparer au nord géographique. C'est-à-dire que vous avez une rose des vents qui pivote selon une gradation. Et vous allez régler votre rose des vents en fonction de la variation de votre boussole. C'est pour ça qu'ici, dans cette situation-là, vous avez des levées, des couchers de soleil, du soleil à midi, juste pour vous dire, avec les positions du soleil, vous pouvez trouver le nord géographique, et comme vous avez le nord magnétique avec la boussole, vous pouvez avoir les variations. Et plutôt que de faire des calculs sans fin, vous réglez votre ça s'appelle une rose double, vous la réglez, et peinardement, vous pouvez naviguer en sachant toujours comment gérer cette différence. Bien entendu, cette différence, elle bouge, alors de temps en temps, il faut réajuster. Et dans les livres que nous avons sortis ici, vous avez une rose double, qui est dans le livre de Denis, en 1666. Guillaume Denis, il écrit un livre uniquement sur la variation de la boussole. Et c'est un gros bouquin. Et ça ne parle que de ça, pour vous dire l'obsession que c'est d'arriver à dominer cette variation. Voilà. Et donc, au fil des temps, on va se mettre au point des compas qui n'auront pour fonction que de mesurer la variation. Donc, sur un bateau, au XVIIe siècle et au XVIIIe, il y aura un compas de route qui est près du timonier, qui donne la route, et puis un compas de variation qui a des espèces de petites pinules pour faire des relèvements du soleil,
pour trouver la variation d'aiguille. Il y aura deux objets. Je vais en venir maintenant au troisième aspect de ce discours, qui est le problème de la latitude. La latitude, vous savez tous, comme moi, qu'elle se mesure par rapport à l'équateur, qu'elle correspond au parallèle de l'équateur. Okay? C'est-à-dire, en fait, à l'angle qu'il y a entre le centre de la Terre, si on peut dire, et le point considéré. Bon, mais dans le commun de la réflexion, communément, on l'imagine comme ça, en parallèle. En fait, c'est un angle. Quand je parle de la latitude et que je suis en mer, quand on est en mer, le repère, ce sont les astres. Et on va penser notre Terre comme étant une réduction du globe céleste. Là où je suis, mon globe terrestre, il est à l'image de ce que peut être le globe céleste dans une représentation géocentrique. Si bien que quand vous ouvrez des livres de navigation, systématiquement, partout, vous avez des globes terrestres, des globes célestes, des sphères armillaires. Parce que la sphère armillaire, c'est un objet qui vous permet de penser la Terre par rapport au ciel. Et quand vous allez vouloir penser l'attitude, quand vous êtes en mer, les seules choses sur lesquelles vous puissiez vous appuyer, c'est les informations célestes. Et donc, on va comparer, en fait, pour trouver la latitude d'un lieu, il va y avoir une propriété essentielle qui va être que la latitude, on ne va pas rentrer dans le détail ici, mais la latitude d'un lieu se trouve en prenant la polaire au-dessus de l'horizon. C'est pour ça que sur les sphères armillaires, généralement, et les globes célestes et terrestres, c'est ce que vous avez là-bas, hein, sur le globe de Blaeu, vous avez un horizon. C'est-à-dire que la Terre, elle, là, mon globe terrestre, là, il n'a pas d'horizon. Si je veux réfléchir à ce qui se passe ici, je suis sur le plancher des vaches. Ici, j'ai l'horizon autour de moi. Et quand on veut penser et agir sur le globe terrestre et céleste en situation, il faut avoir l'horizon. Donc, je reviens à ce fait que là, pour trouver une façon très simple pour trouver la latitude, c'est de prendre la hauteur de la polaire sur l'horizon. Regardez, c'est ce que fait dans notre Devaux en 1583 sur les différents bandeaux. Ici, il est en train de prendre la hauteur de la polaire avec un instrument, c'est-à-dire qu'il mesure cet angle-là, toc, et toc, il mesure la hauteur de la polaire sur l'horizon. Quand il fait ça, il faut qu'il fasse nuit. Et puis pour avoir la hauteur de la polaire, il faut quand même être dans l'hémisphère nord, quand même. Et cette propriété très très facile, manque de peau dans l'hémisphère sud, ça ne marche plus. Dans l'hémisphère sud, c'est pour ça qu'il est tout nu, là, il est au pays des tropiques, il fait très chaud. Il est en train de prendre non pas la hauteur de la polaire, mais l'auteur d'une des étoiles de la croix du Sud, et après faire un réajustement. Notez bien que quand on prend dans l'hémisphère nord la hauteur de l'étoile polaire, et qu'on dit que ça va nous donner la latitude, on a un petit souci. C'est que pour nous, étoile polaire, c'est le pôle nord, vu dit à la gauche. Mais en fait, suivant les époques, c'est pas vraiment le pôle nord. Et puis, comme il y a un décalage entre le pôle Nord et l'étoile de la polaire, et que la nuit, le ciel il bouge autour du pôle Nord la nuit, n'est-ce pas? Il faut faire des réajustements avec cette étoile polaire. Et c'est pour ça que, par exemple, dans Devaux, il y a ce genre d'instrument qui s'appelle rectification de la polaire. C'est-à-dire que le marin, il prend avec son instrument la hauteur de la polaire, et après, il réajuste parce que la polaire n'est pas exactement le pôle Nord, suivant l'heure où il l'a pris, suivant la position des étoiles. C'est quelque chose de très élaboré quand même. Hein. Voilà. Et puis s'il veut prendre sa hauteur le jour, quand il veut prendre sa hauteur le jour, eh bien, il va utiliser la hauteur du soleil généralement à midi. Là, il est avec son astrolabe, il va prendre le soleil à midi, il ne vise pas pour ne pas s'en mettre plein les yeux, hein.
Et puis, il va avoir besoin, s'il prend la hauteur du soleil à midi, il va avoir besoin d'une table qui lui dit « Attention, vous êtes aujourd'hui tel jour, à telle époque de l'année, le soleil, il est ici ou là, dans la sphère sur le globe céleste. » Et ces tables-là, qui racontent la position du soleil, c'est ce qu'on appelle les tables de déclinaison. Et dans l'exposition, on a mis un petit manuscrit, qui est un manuscrit espagnol, qui donne la position, qui donne les tables de déclinaison au XVIIe siècle. Ces tables, si vous regardez bien, elles vous racontent comment se varie, pour ceux qui connaissent la déclinaison, vous savez qu'elle varie au fil des saisons et qu'il y a des symétries entre chaque saison. Donc, en fait, au lieu d'avoir 12 signes du zodiaque, on n'a que 4 zones, et que ce tableau-là, le calendrier qui est donné ici pour dire la hauteur du soleil, il est donné dans le calendrier zodiacal, c'est-à-dire un calendrier qui est un calendrier spécifique, en fait, qui marche pour raconter le mouvement du soleil sur une année. De Vaux, en 1583, il propose une vol belle, comme il l'avait fait à Caen, où il vous met le calendrier zodiacal en relation au calendrier grégorien. 1583, le calendrier grégorien, il a été introduit en 1581. En 1583, il a déjà intégré le calendrier grégorien dans la science nautique qu'il vous propose. Voilà. Ça, c'est juste une petite partie très simple avant de quitter la latitude. Pour jeter un œil sur les instruments. Les instruments de latitude, c'est des instruments qui permettent d'avoir la hauteur. Avec la hauteur d'un astre, on trouve la latitude. Donc il y a l'astrolabe, qui est très connu, qui est représenté ici. Vous avez un petit bonhomme à l'avant du bateau en train de prendre la hauteur du soleil, ici. Ce qui est marrant, c'est que c'est une des rares images où on voit un homme sur le bateau dans le livre de Vaux. Généralement, les choses sérieuses, d'un point de vue instrumental, il les faut à terre. C'est très surprenant ça, dans un livre de navigation, de voir autant de choses représentées à terre. Là, on a un petit bonhomme qui prend la hauteur du soleil en mer. Là, l'autre instrument qui va se développer à l'époque, c'est l'arbalestrie. Et ici, vous avez, on le voit bien, le petit bonhomme, il se sert de son arbalestrie. Et lui, il va s'en servir essentiellement, puisqu'il vise l'étoile à l'œil nu, il s'en sert la nuit. Donc lui, il vise la polaire. Que quand on prend l'instrument avec des systèmes d'ombre, c'est qu'on est en train de prendre le soleil pour ne pas se brûler les yeux. Ces instruments de hauteur, ils vont devenir de plus en plus sophistiqués. Et on va avoir au fil des instruments formés de plusieurs parties, de plusieurs arcs pour arriver à améliorer la mesure. Ça, c'est un quartier d'Alice. Alors, suivant les pays, on adore, par exemple, les Hollandais adorent les arbalestries. Et ils vont faire des arbalestries hyper sophistiquées. Les Anglais adorent les systèmes avec des arcs, comme les quartiers de Davis. Chaque pays a ses obsessions. Et il y a plein de gens qui mobilisent leur énergie pour essayer d'améliorer, parce que vous doutez bien que si on prenait de mieux en mieux la latitude, l'avion échoue de moins en moins. Et donc ici, vous avez un livre qui est rarissime, qui est conservé ici et présenté, où il essaie de proposer un autre instrument, encore différent. Il va y avoir comme ça une course aux instruments de plus en plus précis, jusqu'à arriver à un moment où, en 1731, Hadley, c'est un Anglais, va présenter l'octant. Et l'octant, il va être beaucoup plus précis. Il va lui permettre d'avoir des latitudes de plus en plus précises. Parce que les livres de navigation racontent bien que, au fur et à mesure que les années passent, au lieu de dire bêtement, je prends la hauteur de l'astre, ok, on va tenir compte de la réfraction, on va tenir compte de la hauteur de l'observateur, on va tenir compte du diamètre du soleil. C'est-à-dire qu'on va avoir des instruments de navigation qui ont pour objectif d'avoir une hauteur, hein, c'est toujours le même objectif. Sauf que on va affiner les exigences sur cette hauteur.
et donc de Neuville en 1760. C'est assez surprenant parce qu'il se sert, il y a un moment, il se sert d'un astrolabe. L'astrolabe, ça vous donne les mesures au degré près. Et là-dessus, il fait intervenir la réfraction, le diamètre du soleil, etc. C'est-à-dire qu'on sent bien qu'il a appris tout un tas de machins très très théoriques et que dans la pratique, il se sert d'un instrument extrêmement grossier. Bon, mais tout ça va se recaler au fur et à mesure et on va avoir l'octant qui permettra d'avoir le sextant. L'octant, il est en 8e de cercle, le sextant en 6e. C'est la seule différence notoire entre les deux. Et maintenant, j'en arrive à la longitude, c'est un cauchemar pour les marins, parce qu'ils n'arrivent pas à la déterminer. La latitude, on l'a dit, c'est avec les astres, soit la polaire, soit la croix du sud, soit la hauteur du soleil, soit le soleil, mais on s'en sort. Que la longitude, on ne s'en sort pas. Si bien que les marins vont inventer des tonnes de solutions aux problèmes qui vont être, pour certaines, complètement foireuses. Par exemple, le Deveau, qui est notre livre, la clé là, lui, Deveau, ça c'est issu de Deveau. Deveau, en 1583, il pompe, au sens propre du terme, Bessart de 1574. Bessart, vous l'avez dans l'exposition ici. Bessart, c'est un Rouennais. Il est payé pour faire un bouquin sur la longitude. On n'y comprend rien. C'est de la poésie, c'est de la littérature, c'est tout ce que vous voulez. Et quand arrive le problème de la longitude, il fait et puis ça finit en autre boudin. Il doit s'apercevoir, il a dû obtenir le financement du bouquin, et il doit s'apercevoir au moment de conclure que ça ne tient pas la route son truc. En tout cas, son copain, enfin c'est la même époque, son copain lui reprend cette idée. L'idée, c'est d'utiliser ce très très bel instrument, on est d'accord, c'est beau, et il mesure des hauteurs d'étoiles, il mesure des hauteurs de ceci, et en fait, qu'est-ce qu'il fait pour avoir la longitude? Il dit, la longitude, c'est 2 fois la variation de l'aiguille. C'est 2 fois la déclinaison magnétique, ou la variation de l'aiguille. Vu de nos yeux aujourd'hui, on sait très bien que ça n'a rien à voir. Donc là, vous avez un instrument pour prendre la longitude. Non, c'est un instrument pour regarder où est le nord géographique par rapport au nord magnétique. Quand vous avez ces deux nords, vous avez la variation, et puis pour avoir la longitude, vous multipliez par 2. Vite fait, quoi. Bon, et des comme ça, il y en a plein. C'est-à-dire qu'ils sont dans une recherche effrénée de pouvoir régler un problème qui crée des dégâts phénoménaux au navire, puisqu'il y a beaucoup de naufrages. La marine, à l'époque, c'est la marine marchande. Enfin, l'essentiel du commerce marchand se fait par la mer, entre les pays, et il y a des enjeux financiers absolument énormes. Et les Anglais, en particulier, mettent des sommes folles pour arriver à régler ce problème. Alors, la solution, elle viendra, elle est mûre très tôt, la solution. Intellectuellement, elle est mûre. Il y a Appian, dès 1544, Appian, là c'est Deveau, regardez Appian, là c'est le livre de 1544, là c'est un petit clin d'œil. Deveau, en 1583, il va reprendre son petit bonhomme qui va regarder la hauteur des astres. Bon, c'est juste vous voyez comment notre Deveau, il s'inspire de tous ceux qui sont avant. Le petit bonhomme qui est là avec son arbalistrie, c'est le même qui est là avec son arbalistrie. Sauf que Deveau, lui, il va dire c'est 2 fois la variation magnétique, que Appian, qui est un grand théoricien de l'époque, il va avoir l'idée que si, c'est le dessin qui est au-dessus, que si vous êtes à 2 endroits différents sur la Terre, vous voyez la Lune, les positions de la Lune dans le ciel, différemment pour un même instant. C'est-à-dire que c'est l'horloge céleste avec la position de la Lune qui lui permet de dire, si on arrivait à comparer comment je vois la Lune ici et comment je vois la Lune d'ici par rapport aux étoiles, je saurais faire une comparaison de l'écart qu'il y a entre les 2 points et de leur longitude.
C'est-à-dire qu'ils vont utiliser le ciel comme une énorme horloge. Bon, vous imaginez bien que ça, fait en mer, ce n'est pas simple du tout. Et qui plus est, ça pose le problème de la mesure du temps, cette affaire. En fait, il va y avoir pendant très longtemps deux écoles qui vont s'affronter pour pouvoir trouver la longitude. C'est peut-être la diapo suivante, là. Il y a ceux qui vont chercher à avoir une solution astronomique. Et la solution astronomique, c'est elle qui est, pendant toute une époque, la solution des gens sérieux. C'est-à-dire que c'est le ciel qui doit donner la vérité sur la longitude. D'ailleurs, De Neuville, en 1760, regardez, il a un chapitre qui commence par « De la longitude ». Alors vous vous dites, ouais, en 1760, lui, il sait trouver la longitude. Parce qu'en 1760, il ne dit plus les âneries que disait Devaux. Hein. Devaux, il disait n'importe quoi en 1583. En 1760, ils ont quand même compris qu'il y a plein de trucs qui étaient faux dans ce qu'ils avaient raconté. Devaux, il ne sait rien. Mais ça fait rien, il entame son chapitre, et quand vous le lisez, il ne fait que tourner en rond sur où est le méridien origine. Donc, en fait, il ne dit rien. Bon. Mais les gens qui font le marin de base, en fait, il sait que c'est dur et il ne se mouille pas. Les gens, les astronomes, eux, avec un instrument qui est en train de faire fureur, le sextant, peuvent avoir une solution astronomique au problème. Mais la solution, en fait, qui servira aux marins, ce n'est pas la solution astronomique parce qu'elle est extrêmement dure, c'est la solution mécanique. La solution mécanique, en 1760, il y a Harrison qui propose sa fameuse montre. Et là, à partir de 1760, c'est l'époque de Neuville, donc c'est normal que De Neuville lui dise, il n'est pas à la pointe de la science, il dit, moi je ne sais pas encore faire. Mais à partir de la solution mécanique, ils vont savoir faire. Pourquoi? C'est quoi l'idée par derrière pour les longitudes? Grosso modo, la longitude et les faisceaux horaires, vous avez bien idée que ça se ressemble, ce truc-là. Donc, si vous avez la maîtrise du temps, vous avez la maîtrise des longitudes. Si vous avez la maîtrise des faisceaux horaires, vous avez la maîtrise de la longitude. C'est ça qui est par derrière. Voilà. Et donc, c'est un Anglais qui va gagner ce concours après moult déboires. Hein, ils vont mettre très très longtemps, les astronomes, ils vont essayer, les astronomes, que ce soit les théoriciens de l'astronomie qui gagnent et pas les mécaniciens. Mais c'est les horlogers qui vont gagner. Honneur aux horlogers, vous avez ici notre horloger rouennais, Dominique Charlet, à qui je rends honneur en ce moment. Et dans la bibliothèque ici, le livre qui est exposé, c'est un livre de Berthoud en 1802, c'est-à-dire que pendant une cinquantaine d'années, il va y avoir énormément de production d'horlogers qui vont essayer de mettre au point des horloges de plus en plus rigoureuses, de plus en plus précises, de plus en plus réduites, qui vont pouvoir traverser la mer. Et ce n'est pas étonnant que ce soit à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle que la découverte du Pacifique, la connaissance du Pacifique se met en place. Parce que pour mettre en place la connaissance du Pacifique, il faut avoir une idée des longitudes. Parce que les premiers voyages que faisaient les marins, ils découvraient des îles, puis une île, et chacun lui donnait un nom, mais quand ils les remettaient sur des cartes, ce n'était pas du tout à la même place que les suivants, c'était le bazar absolu, c'est-à-dire que ce Pacifique restait, si vous n'avez pas de longitude dans le Pacifique, bon, si vous n'avez pas de longitude sur la côte de Fécamp à Yport, c'est pas très grave, mais si vous n'avez pas la longitude pour traverser le Pacifique, vous êtes absolument dans le bazar. Et c'est Bougainville, c'est 1770, autour de 1770, et c'est toutes les grandes découvertes qui vont se faire avec Cook et ses suivants, ça va être fin 18e, début 19e, c'est le moment où les horloges et la longitude seront positionnées. Voilà pour la grande histoire de la longitude. Et maintenant, pour faire un point astro au 19e et au 20e. Au 19e et au 20e, hein, une fois qu'on a eu le chronomètre de marine, eh bien, on utilisait pendant longtemps, jusqu'à mon grand-père Louis, que je vous ai présenté au début,
Et bien pour faire le point, on avait le sextant pour observer l'astre, le chronomètre pour avoir une heure, avoir une heure précise par rapport au point de départ, par rapport à un repère, en particulier celui de Greenwich, et des éphémérides pour tout savoir sur l'astre observé en termes de position et en termes d'horaire. On a deux instruments, le sextant, le chronomètre, qui s'appuient sur les éphémérides, qui permettent d'avoir l'horloge céleste à portée de main. Et puis tout ça va être déplanté courant XXe siècle avec la radiochronométrie. Vous savez, là, c'est des ondes qui arrivent, et puis on arrivera à la VHF. Et puis aujourd'hui, on a le GPS, et donc la navigation aux étoiles, elle n'existe plus. Néanmoins, je voudrais rendre hommage à Jean-Luc Van Dannen, qui est le vainqueur de la Golden Race, de la Golden Globe Race en 2018. Il est arrivé il y a très peu de temps, ce monsieur. Il a traversé, il y a une course qui a été inventée, qui est une course où on fait le tour du monde sur un navire très rudimentaire, je crois que c'est 12 mètres et pas plus, qui n'a aucun équipement technologique moderne. Et celui qui l'a gagné, qui vient de la remporter en 211 jours, eh bien c'était le plus âgé de la bande, qui avait 73 ans, M. Van Dannen. Et donc je le félicite d'avoir relevé le défi de vivre le tour du monde avec les anciens instruments. Enfin, je dis merci à mon ami Jacques Deveau, voilà, qu'on peut imaginer ici avec son globe et ses cartes. Voilà, Jacques Deveau qui nous a transmis un manuscrit qui est de toute beauté. Il n'était peut-être pas très rigoureux sur la science, cet homme, mais il savait faire valoir son savoir, et il nous a livré un livre de prestige. Et puis un grand merci à mon ami Jean-Baptiste de Noville. Comme disent certains, pendant un temps, c'était mon amant, tellement j'ai passé de temps avec lui, qui est mort en 1760, et qui était un homme qui a été prisonnier sur parole, quand il était prisonnier sur parole, c'est ici là qu'il est représenté. Il a pu écrire un traité de navigation qui raconte en 1760 comment la science envahissait la navigation. Donc merci à mes deux copains, merci à vous tous d'être ici, merci à la bibliothèque de nous avoir reçus. Merci beaucoup Elisabeth Hébert pour cette passionnante intervention sur l'art de naviguer aux étoiles. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à participer à l'atelier sur les Volvelles qui aura lieu sur les quais durant l'Armada le 15 juin en présence d'Elisabeth Hébert et de Véronique Hoguel. La chef sera Véronique. On fera également un atelier sur la toute nouvelle place de la bibliothèque le 6 juillet où vous pourrez apprendre à manipuler des instruments de navigation. Et le thème de la prochaine conférence, ce sera sur les batailles navales entre le 16e et le 19e siècle. Elle aura lieu le 26 juin. Voilà, je vous remercie. Sinon, je me tiens à votre disposition pour répondre à quelques questions, si vous avez des questions. Et donc, l'affranchissement, votre première question, c'était sur... La navigation par inertie qui permet de... On utilise... Enfin, les sous-marins, par exemple, oui. n'utilisent pas du tout... Oui, par inertie. Alors là, j'ai absolument pas travaillé la navigation par inertie, c'est une navigation contemporaine. Moi, parce que je ne suis jamais allée dans un sous-marin, je navigue en famille comme les... Mais ce serait intéressant de comprendre, je suis d'accord avec vous, ce serait tout à fait intéressant de comprendre quels sont les outils qui permettent de se repérer en sous-marin. Il y a aussi, par exemple, une des techniques de navigation, bêtement quand on est à terre, c'est la sonde. Hein? Si vous avez des cartes qui vous disent précisément que pour telle profondeur, si vous avez telle profondeur, enfin tous ceux qui ont navigué, on fait de la navigation côtière, savent bien que la sonde est quand même un outil très modeste, hein, on est bien d'accord, qui est quand même tout à fait pertinent, hein, et qui donne quand même quelques informations. C'est pour ça que vous avez vu, il y a un moment où ils se sont mis à faire des cartes avec les fonds marins, de façon à ce que une des données pour savoir à quelle distance on était de la côte pendant le temps de en particulier par temps de brouillard, c'était bêtement de sonder. Et les cartes avec des sondes, ça date de... Allez, ça a barré au XVIIe. Les premières sont de Brouscon,
Mais ça se répand à partir du XVIIe, les cartes avec les fonds marins. Et les cartes de fonds marins, elles représentent à partir du XVIIe les zones de sable, les zones de rochers, et en particulier les sondes. Dans les sondes, il y a une espèce de petit cône. Il remplissait le cône de suie, il faisait tomber le cône dans la vase ou dans le sable, et suivant ce qui remontait dans le cône rempli de suie, ça avait collé. Et regardez ce qui était collé, et suivant comme c'était comme ci, comme ci, comme ça, ils avaient aussi des informations sur où est-ce qu'ils étaient. Mais l'histoire du secret, c'est quelque chose dans la navigation. Hein. Parce que chaque pays, il y a l'intérêt économique, enfin c'est comme vous avez en ce moment les problèmes de droit avec la Chine, etc. Chaque pays essaie de garder au maximum l'information de sa puissance économique pour que les autres n'aillent pas sur son territoire. Et dans la marine, ça a été extrêmement fort, et en particulier les cartes. Les cartes, qu'est-ce qu'elles ont pu être au XVIe siècle, en particulier au XVIe siècle? Elles étaient clandestines, elles étaient secrètes, et puis elles étaient volées, et puis les choses sont devenues plus publiques, en particulier avec Colbert en France, quand Colbert a exigé que chaque marin fasse un journal de navigation, et ces journaux de navigation devaient être redéposés à l'amiral, à l'amirauté, merci, à l'amirauté locale, et à partir de là, il compilait les données pour pouvoir reconstruire les cartes. Mais avant le XVIIe, tout ça restait extrêmement secret. Et chacun avait ses trucs. Et en particulier, c'est impressionnant quand vous regardez le problème des Terre-Neuve. Combien il y a de Terre-Neuve? Ils partaient par centaines de navires des côtes normandes avec quasiment aucune information explicite. Il y avait un secret de navigation sur Terre-Neuve qui était quelque chose. Alors ils naviguaient beaucoup à l'estime, hein. C'est-à-dire qu'ils se faisaient porter, ils partaient plein ouest, on savait que les courants faisaient à telle époque descendre un petit peu vers le sud, on savait qu'on devait faire tant de jours dans telle direction, mais enfin, tout ça était très aléatoire. C'est pour ça qu'il fallait régulièrement faire le point. Et ce qui est surprenant, quand vous prenez un livre comme, vous voyez, il est très gros là, celui de nos livres, là, c'est un très gros livre avec des pages, enfin je le tiens à l'envers mais ça ne change rien, il y a beaucoup de pages de calcul comme ça, énormément. Et vous vous dites, mais qu'est-ce qu'ils calculent comme ça sur des pages et des pages et des pages et des pages? En fait, ils font énormément de calculs parce que ils font des estimations. Ils disent, je suis parti de tel point, que je suppose être la vérité. J'ai roulé telle route pendant tant de temps. Si j'ai fait ça, je suis censé être arrivé à tel point, dont je vais dire la longitude et la latitude, ça doit être ça, puisque je suis parti de là, que j'ai fait ça. Mais ils vont contrôler cette longitude et cette latitude. Ah, la latitude, on peut la contrôler. La longitude, on ne peut pas la contrôler, on ne sait pas la trouver. Alors, si la latitude est comme celle qu'ils ont trouvée, ils vont dire que, ok, ils ont bien travaillé. Si elle n'est pas comme ils ont trouvé, ils vont faire des corrections pour pouvoir réajuster la longitude en fonction du type de faute qu'ils ont fait sur la latitude. Et il y a des pages et des pages dans le livre là, mais dans tous les livres de navigation d'époque, qui s'appellent des corrections. Et c'est pour ça aussi, si vous voulez, mon exposé vous raconte, grosso modo, vous savez tout, grosso modo, mais la pratique, c'est truffé de corrections. Je vous ai dit, par exemple, la polaire, elle n'est pas au pôle Nord. Ah, il faut corriger. Et on corrige, et on corrige. Et sur un savoir, il y a aussi un truc qui fait des pages. Aujourd'hui, tout le monde, même si vous n'êtes pas très matheux, vous savez que pour faire un tour complet, vous allez de 0 à 360 degrés. 0, 90, 180, 270, 360. Pour vous, un cercle, 100 degrés, ça fait comme ça. À l'époque, ce n'est pas comme ça. Il y a 0, 90, est. Il y a 90, 0, alors c'est nord-est, 90, 0, sud-est, 90, 0, sud-ouest,
0, non, 90, 0, nord-ouest. Vous avez 4 demi-cercles, ils sont tous les 4 gradués en 90 degrés. Mais quand nous on dit, il suffit, vous savez l'histoire de la variation, vous allez dire, il suffit de retirer 23 degrés si la variation magnétique est de 23 degrés. Oui, mais ça c'est facile comme nous on compte. On en a 360, on fait moins 23, terminé. Mais pour eux, ils ne peuvent pas faire ça, puisqu'ils n'ont pas les 360. Donc ils vont réfléchir. Si je suis dans tel cadran, il faut que je fasse comme ça. Si je suis dans tel cadran, il faut que je fasse comme ça. Mais si j'étais au bord du cadran et que la soustraction est plus grande, il faut que j'en prenne tant dans tel cadran et que j'en prenne tant dans tel cadran. Vous avez des pages entières de calcul mais vous dites, vous, bah oui, mais pourquoi ils n'ont pas pris 360 hein? Ben oui, mais non. C'est pour ça que, par exemple, à un moment, je vous ai montré la rose double. Parce que faire l'opération, comme nous on fait moins 23 si c'est 23, ou moins 27 si c'est 27, c'est facile. Mais pour eux, c'est pas du tout comme ça, puisque c'est 4 cadrans, et puis suivant que vous êtes au bord du cadran, que vous voyez le bazar que ça fait, eh bien, il y en a des pages. Si bien qu'il y a plein de choses qui, intellectuellement, sont simples, et qui donnent une réalité dans les livres de navigation, où ça dure pendant des pages, et ça dure pendant des pages. Et vous dites, maintenant, c'est toujours la même chose. C'est la même chose, mais c'est pas la même chose, parce que il y a des petites nuances. Et nous, maintenant, on a la chance d'avoir des outils extrêmement simples, extrêmement performants. Par exemple, nous, on a des unités de mesure, on a un système décimal. Ils n'ont pas le système décimal. Donc, il y a des histoires de lieux. Il y a les lieux marines de France, mais les lieux marines d'Angleterre, c'est pas les mêmes, et qu'en Espagne, c'est pas les mêmes. Donc, si on vous donne un résultat pour la France, après, il faudrait quand même le convertir pour les Espagnols. Et puis, enfin, vous vous retrouvez avec des problèmes hallucinants, qui sont pour nous des problèmes de pacotille qui n'ont plus de sens. Enfin, qui n'ont plus de sens. Enfin, on a quand même de la chance de vivre au XXIe siècle, moi je vous dis. Tu as dit tout à l'heure qu'on mesurait la hauteur de l'étoile polaire la nuit sans problème, et le jour il le faisait grâce au soleil quand il était à midi. Oui. Mais comment on sait qu'il est au zénith, puisque le support sur lequel on est bouge? La hauteur est décalée. Il monte, et c'est très. On ne sait qu'il a été midi que quand il a commencé à redescendre. Oui. Ah oui, donc comme précision, c'est... Nous sommes d'accord. C'est pour ça qu'il y a plein d'autres aussi, il y a plein d'autres systèmes qui vont être mis en place. Hein. Mais ce qu'il y a, c'est que quand même, quand tu as le sextant, il mesure les minutes. Donc le sextant, tu sais que ton sextant, tu prends tu fais le point, tu fais le point, tu fais le point, tu fais le point, jusqu'à voir le moment où ça bascule. Mais je suis d'accord, c'est pour ça qu'au lieu de prendre à midi, on peut prendre le lever et le coucher du soleil aussi. Et le lever et le coucher du soleil, c'est quand même des outils très très faciles. Parce que pour un jour donné, regardez, réfléchissez, entre l'an sur lequel le soleil s'est couché là, et alors que je sais, enfin ce serait mieux que je crois, enfin, qu'il s'est levé là, hein, où est midi, où est l'axe nord-sud, il est pile dans la bissectrice. Hein. Donc, si j'ai la direction du coucher de soleil et du lever de soleil, mais il me faut les deux quand même, hein, ça remplace le problème du midi-soleil. Donc, il y a plein de... comme ça. Après, on peut aussi regarder... Enfin, il y a plein de différentes pratiques pour combler ces difficultés. Je voulais savoir quand et comment a été déterminé Greenwich. Greenwich? Oh, Véro, tu saurais bien répéter. Je crois que c'est c'est fin 19e, oui, oui. Et ça a été adopté par la France un peu plus tard. Ou alors c'est ça, je ne sais plus exactement. Les Anglais, les Français ont gagné sur le système métrique et les Anglais ont gagné sur Greenwich. Non, mais c'est ça qui est derrière. C'est que dans ce rapport des deux puissances, les grandes puissances coloniales de l'époque, la France a gagné le système métrique, bien que les Anglais l'ont boudé. Hein. D'ailleurs, ils sont morts des doigts maintenant. Hein. Ils ne sont toujours pas. Et nous, on a été obligés de gagner sur le méridien de Paris, qui était en concurrence avec le méridien de Greenwich.
Le méridien de Greenwich, je te dirais quoi, fin 19e. Fin 19e, oui. Moi aussi, je dirais ça. Mais même la France, quand elle a adopté, elle a dit qu'il y avait un retard de 9 minutes par rapport à l'heure de Paris. C'est-à-dire qu'ils ont mis longtemps à adopter que c'était l'heure de Greenwich. Mais pourquoi ces endroits-là ont été déterminés? Ça aurait pu être, je sais pas... Parce que c'est nous les puissants. Ah, c'était l'époque, donc c'était... Non, c'était simplement parce que les observatoires, que ce soit au moment de Cassini ou au moment enfin c'était toujours le combat entre l'Angleterre et la France, et c'était là qu'il y a eu le premier observatoire à Paris et celui de Greenwich. Absolument. C'était uniquement un problème. Le zéro des longitudes pour De Vaux, c'est l'île de Fer. Alors pour De Vaux, c'est étonnant parce que c'est à 1 degré, je crois, à l'ouest de l'île de Fer. Pour Ptolémée, c'était toujours à l'île de Fer. Et au XVIe siècle. L'île de Fer, c'est les Canaries. Et donc c'est les Canaries. C'était une île des Canaries. C'est l'île le plus à l'ouest des Canaries. En fait, c'est la fin du monde. En fait, ce qu'avait fait Ptolémée, ce qu'il a représenté, Ptolémée, c'était la partie connue, c'est ce qu'on appelle l'écumène. Donc c'était, et il était parti le plus à l'ouest possible jusqu'à le plus à l'est possible. Et il avait un peu décrété, parce qu'il a un peu arrondi, pour que ça soit 180 degrés. Ce qui facilitait tout le monde, 180 degrés. Donc voilà. Et à partir de là, c'était le monde connu. Hein. Il n'avait rien contre qu'il y ait des zones inconnues, mais en tout cas, c'était le monde connu et habité. Et puis donc ça, c'est pour ça. Et puis après, donc on a continué. Le zéro de longitude a été mis un peu n'importe où, selon que ce soit les jésuites et tout ça. Il y a eu beaucoup de choses avec des zéros de longitude. Et entre autres, De Vaux, c'est assez amusant dans l'histoire, c'est qu'il a mis à 1 degré à l'ouest de l'île de Fer, parce que la déviation magnétique était de 0 degré. C'est comme ça qu'après sa recette marchait bien, c'est-à-dire qu'ils ont, et c'est comme ça, mais il n'y a pas que De Vaux, hein, il y a aussi Pigafetta qui a fait le tour du monde avec Magellan quand même, il défend aussi cette idée-là, de dire il faut faire x2 la déclinaison magnétique, en sachant que le repère c'est la longitude 0 degré, ou la déclinaison magnétique fait 0 degré, ce qui est la première adhésion, le début de la démonstration. Je crois qu'on a constaté il n'y a pas longtemps que le nord magnétique s'est grandement déplacé, il me semble. Il se déplace tout le temps. Il se déplace au Canada ou je ne sais plus quoi, mais il s'est déplacé assez. Chaque année. Oui, le pôle magnétique se déplace. Il se déplace. Il se déplace. Le Canada, puis la Russie, enfin il est au nord, là-haut, il se déplace chaque année et bon, on ne sait pas comment ça va évoluer. Mais sur les cartes du Chaume, les cartes nautiques actuelles, il est écrit la déviation magnétique du lieu où vous êtes en train de naviguer. Et généralement, sur les cartes de l'Atlantique, il y a même écrit l'évolution de cette déviation magnétique, comment on peut la prévoir. De façon à ce que la carte qu'on vous vend, elle ne soit pas valable que l'année où on vous la vend. On vous donne l'évolution. Sur les cartes de l'Atlantique, c'est écrit. Et quand je suis allée à La Réunion il y a quelques années, la déclinaison, elle était de près de 40 degrés. C'est énorme, elle peut être énorme la déclinaison. Ici c'est cool, en ce moment elle est 0 degré. Donc quand vous faites des interventions avec les élèves, ça ne vous donne pas trop de soucis, c'est pour vous dire que la boussole, elle vous indique le nord. Mais... 40 degrés entre le nord et la c'est celui qui est réel. Oui. Il me semble que, c'est énorme, c'est plusieurs dizaines de degrés, elle peut être cette déclinaison. Oui. La navigation aérienne est perturbée au XXe siècle par les anomalies magnétiques terrestres, comme à Kursk, quand il y a beaucoup d'essais de fer. Mais on pourrait penser qu'il y ait des anomalies magnétiques de fond marin qui rajouteraient une perturbation. Écoutez, honnêtement, sur la navigation du XXe siècle, ma culture, c'est le navire familial. Et donc, je ne sais pas vous répondre, et vous avez sûrement, si vous avez des informations à nous donner, n'hésitez pas, parce que c'est justement intéressant de... Voilà, on n'a pas tous les mêmes, les mêmes petites antennes. Ça pourrait exister. Oui. Mais la navigation aérienne... hier, il y avait à la bibliothèque, à la MDU, on a fait une exposition, comme je vous l'ai dit, sur De Noville et De Vaux. Donc, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à y aller. Et il y avait une journée nationale. Oui, il y avait une journée militaire et il y avait un instructeur un pilote aérien. Et donc, qui effectivement était complètement fasciné parce que c'est les structures,
les problèmes de repérage aujourd'hui et les problèmes de repérage dans le temps, je veux dire, c'est deux mondes fondamentalement différents. Et bon, la navigation aérienne à l'époque de De Vaux, je n'ai pas à vous en parler. Parce que... Merci pour cette intervention. Donc, je vous rappelle, l'atelier sur les clés d'Armada le 15 juin et l'autre atelier le suivi sur la thèse de la. Voilà. Merci beaucoup.